Bonjour à toi, tu écoutes la deuxième rencontre du troisième sujet d'Ipséité nommé « Grandir et évoluer avec le deuil ». Alors le deuil, sacré sujet. Si la mort est moins tabou aujourd'hui en France, parler du deuil reste bien complexe. Pour ma part, j'ai souvent souhaité prendre des nouvelles de mes proches suite à un décès, parler du défunt ou encore de leurs émotions, mais j'avais le sentiment que je serais illégitime, déplacé ou encore impudique. J'ai jugé des proches changeants, plus froids, plus distants, plus agressifs suite à un décès de leurs proches, sans pour autant oser en parler et donc sans essayer de comprendre. Dans le cadre de ce sujet, on va pouvoir crever l'abcès. Tu as l'opportunité de rencontrer 3 personnes qui ont perdu un proche au cours de leur vie. J'ai fait le choix de rencontrer des personnes qui ont été confrontées à des décès socialement inconfortables, en gros, lorsque le défunt ne décède pas de mort de vieillesse. Il sera question du malaise de notre société face à la mort, du silence suite au décès et de la puissance d'effectuer son deuil. Nous aborderons des sujets qui me sont apparus intimes, car je n'ai eu que de très rares occasions pour les aborder en toute transparence. Au cours de cette deuxième partie, tu vas rencontrer Juliette, mère parisienne et toulousaine ayant perdu sa fille il y a 32 ans. Nous parlerons de son parcours de vie, de ce que le deuil est venu chambouler et du poids du silence. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes, pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Je te propose tout de suite de rencontrer ma mère, Juliette, que j'ai donc rencontrée lors de ma naissance. Bonjour Juliette. Bonjour Raphaël. Avant de rentrer dans l'ensemble du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, je m'appelle Juliette, j'ai 54 ans et j'ai 3 enfants, l'aîné est décédé et j'ai 2 autres garçons. C'est donc pour ce sujet, la question du deuil, que je t'ai invité aujourd'hui, parce qu'il me semble que c'est un parcours qui est d'une part compliqué et aussi peu parlé, et qui me semblait important d'aborder ce sujet-là. À quel moment dans ta vie arrive ce décès-là ? Alors il est arrivé jeune, il est arrivé très jeune puisque je suis tombée enceinte à 22 ans, par choix. Depuis l'âge de mes 16 ans, vraiment, mon idée était d'avoir des enfants jeunes, d'avoir plusieurs enfants, d'avoir 5 enfants. C'était très précis et pour moi c'était voilà, je voulais des enfants jeunes. Pour moi, il n'y avait pas de frein à avoir des enfants, il n'y avait pas... voilà, j'avais envie d'être mère, j'avais envie d'avoir ce rôle, j'avais envie de donner. Et voilà, donc en fait, j'ai rencontré une personne quand j'avais 22 ans, avec qui j'étais bien, avec qui j'ai pu envisager à un moment donné qu'il soit le père au moins d'un de mes enfants. Et donc je suis tombée enceinte à 22 ans. Et Maud est née à mes 22 ans aussi, puisque j'ai eu 23 ans quelques mois après. Elle décède quelques semaines plus tard. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une grossesse qui s'est plus ou moins bien passée, mais bon, en tout cas, le bébé allait bien. Et puis, on est rentré à la maison et au bout de quelques jours, j'ai commencé à remarquer une attitude qui me paraissait pas normale, avec des réveils moins réguliers pour la tétée. J'ai donc appelé le pédiatre qui m'a dit que c'était mon premier enfant, que j'étais très angoissée, qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et puis, 2 jours après, toujours inquiète, avec des symptômes de plus en plus inquiétants, j'ai rappelé. Il m'a demandé de passer et puis donc là ça faisait à peu près 1 semaine, 15 jours qu'on était à la maison, grand maximum 1 semaine à la maison. Donc je suis passée voir le pédiatre et puis en arrivant chez lui, d'autres symptômes ont apparu. Et là il m'a envoyée d'urgence à l'hôpital Trousseau, qui est un des hôpitaux pour enfants à Paris.
puisque j'habitais Paris. Et donc, tout s'est enchaîné très très vite, en fait, très 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 vite. Donc, elle a été hospitalisée, donc en urgence, ponction lombaire, examen sur le père, examen sur moi. Très vite, le diagnostic d'une méningoencéphalite est tombé, perfusion d'antibiotiques jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les antibiotiques ne faisaient rien et qu'en fait on était sur une méningoencéphalite virale. Et donc sans savoir où elle avait contracté ce virus. Voilà, donc ça a été très très vite. Donc elle avait, quand elle a contracté la maladie, on peut dire qu'elle avait 15 jours de vie. D'accord. Ok. Il y a un temps d'accompagnement médical qui est long, entre guillemets, qui dure plusieurs jours, qui est très intense. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu tous ces examens qui ont été faits, à chercher, à pas comprendre, voilà. Et puis petit à petit, en fait, ce qui était très dur, c'est que le virus, en fait, se promenait un petit peu partout et donc forcément abîmait des cellules, abîmait des endroits et alors j'ai pas les mots, j'ai pas le vocabulaire médical, mais et donc au fur et à mesure, quand les médecins venaient, qu'ils étaient à plusieurs, qu'ils faisaient un bilan sur la situation, on savait que a priori elle avait perdu la vue, on n'était pas sûr qu'elle puisse marcher. Voilà. Ensuite, il y a eu un moment où le virus s'est logé au niveau des poumons. Donc, elle est partie en réanimation plusieurs jours. Voilà, donc c'était très très compliqué. Et puis à un moment donné, au bout d'un mois à peu près d'hospitalisation, on trouvait qu'elle allait mieux. Elle revenait à un réflexe de succion parce qu'elle avait perdu aussi le réflexe de succion. Donc sans réflexe de succion, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas se nourrir. Enfin bon, c'était compliqué. Donc elle avait une sonde gastrique pour être alimentée. Et donc, au bout d'un moment, il y avait quand même une amélioration. Et donc, elle est revenue à la maison. Je l'ai remise au sein. Et puis, à nouveau, plus de réflexe de succion. Mais quand je dis à nouveau, très très vite, 2-3 jours après. Donc, on est reparti aux urgences avec son père. Et là, des très grosses convulsions, très très fortes convulsions. Et puis malheureusement, comme ça, jusqu'à son décès, où à un moment donné, il n'y avait plus... Enfin voilà, toutes les facultés lâchaient, il n'y avait plus de contrôle... Enfin, son corps ne contrôlait plus, il n'y avait plus de contrôle de température. Donc on a été obligé de la mettre sous couveuse pour maintenir une température. Elle n'arrivait plus à s'alimenter. Voilà, donc ça a été vraiment ça a été douloureux, ça a été violent, long, de voir un petit être comme ça se défaire, voilà, jusqu'à mourir. Voilà. Ça a été très très violent. Au moment où Maud décède, qu'est-ce qui se passe pour toi? Oh c'est un tsunami quoi, c'est ça un truc que tu n'as pas imaginé 2 secondes. Mais pas 2 secondes. Donc même si sur les semaines d'hospitalisation où je voyais bien que les séquelles allaient être quand même gravissimes, et où même moi, à un moment donné, j'étais allée voir le médecin en lui disant stop. Moi, je vous le demande parce que ma fille n'a pas la parole, mais je veux pas d'acharnement thérapeutique, je veux qu'on arrête. Et où lui m'a regardée en me disant mais madame, moi je suis là pour donner la vie et pas la mort.
où j'ai trouvé ça terrible, mais terrible d'entendre ça. Alors je sais pas de l'entendre à 40 ans si c'est moins violent, mais de l'entendre à 22 ans, mais c'est d'une violence terrible. Et, et en même temps, voilà, sur la fin, les infirmières avaient quand même ordre de ne pas intervenir en cas d'arrêt cardiaque. Donc je trouvais que c'était quand même d'une lâcheté assez terrible. Donc oui, quand la nouvelle, même si on s'y attendait, ça a été d'une violence terrible, terrible. C'était, voilà, pour moi, ça a été des mois et des mois. Je sais pas, j'étais plus là, je réfléchissais plus, je pense, avec toute ma tête. Tout était, orienté sur cet enfant, sur la mort de cet enfant, sur d'aller sur la tombe. J'allais sur la tombe tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, c'était très violent. D'un point de vue très théorique, qui évidemment ne fait pas la loi de l'ensemble des deuils, on parle d'un certain nombre de phases, 4 principales, le choc, la colère, la tristesse, puis l'acceptation. Est-ce que, au cours de ces années, tu t'es senti passer très nettement d'une étape à l'autre ? Oui, mais alors par contre, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Et moi, ça a été, mais sur des années. Parce que, alors oui, il y a eu la colère, et puis après, il y a eu une profonde tristesse. Alors avant ça, j'ai envie de dire, je dirais entre les deux, il y a eu un moment où j'ai essayé, vaille que vaille, de remonter la pente. Voilà, je sais pas, au bout à peu près de quasiment 9 mois, j'ai envie de dire, une nouvelle grossesse. Où là, je me suis dit, j'ai pas le choix. C'est soit j'arrête de vivre, soit je vis, mais je vis pleinement. Donc j'ai pris l'option de vivre pleinement. Et puis je me suis remise à voir du monde, à sortir. Et puis je suis partie, j'ai eu le besoin de partir à l'étranger. Je suis partie, j'ai coupé, donc je me suis séparée du papa de Maud. Je suis partie à l'étranger et puis voilà, je sais pas, j'étais dans autre chose, sans l'oublier, mais j'étais quand même un peu dans autre chose. Je m'étais extirpée d'aller au cimetière tous les jours. Voilà, j'étais sortie de là. Et puis à un moment donné, il a bien fallu que je rentre. Et je suis rentrée, ça a été compliqué, le retour a été très compliqué. Mais bon, je suis rentrée, j'ai continué, j'avais des projets, j'ai continué sur mes projets. Et puis un jour, paf, là il y a quelque chose qui te rattrape parce que tu l'as pas du tout réglé. Parce que il y a un événement dans ta vie qui vient faire écho, ça vient percuter. Et là, ça a été la descente aux enfers. Vraiment. Ça a duré 1 an. Où j'ai été hospitalisée. Parce qu'en fait, ma culpabilité faisait que j'avais une très grande violence, mais envers moi. Et ça a pris des proportions terribles. Donc j'ai été hospitalisée en psychiatrie pendant presque 1 an, avec des très fortes doses de médicaments. Une période en service fermé, parce qu'en fait, comme je disais, la culpabilité faisait que j'avais beaucoup de violence et envers moi. Donc en fait, je me brûlais. Je me brûlais avec mes cigarettes, je me brûlais les bras, je me brûlais le visage, etc. Donc à un moment donné, il a fallu me mettre dans un service fermé pour pas le faire, mais je le faisais quand même, j'arrivais quand même à le faire. Voilà, donc ça a été très long, très très long. Et puis quand j'en suis sortie, heureusement, j'ai été admirablement accompagnée
par des médecins psychiatres. J'ai petit à petit arrêté les médicaments. Petit à petit, j'ai remonté. Ça a été long, mais bon, j'ai remonté. Et puis voilà. Et puis il y a la vie, il y a les rencontres, jusqu'au jour où puis j'ai été mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, jusqu'à quitter Paris, rencontrer le père de mes 2 enfants. Aujourd'hui de Raphaël et Elio, et puis de pouvoir repartir sur d'autres choses. Voilà. Lorsque on a préparé un petit peu cet épisode, on a parlé aussi de la notion de solitude dans le deuil. Déjà, cette solitude, quelle place elle prend? Parce qu'il y a une question d'une existence très succincte de la personne que tu perds, et à quel moment tu arrives à en parler aussi, et peut-être à l'accepter. Oui, bah ça aussi, ça a été très long. Alors d'abord, oui, la solitude, j'ai envie de te dire, la solitude, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Donc c'est arrivé quand même très très tôt après la naissance de Maud. Donc il n'y avait même pas eu de faire-part qui était parti. Il y avait vraiment nos parents proches, au père de Maud et à moi, qui étaient au courant. La famille, après, avait pas eu le temps d'être informée. Il n'y avait pas eu de faire-part, donc était partie. Ma mère, certainement elle-même submergée par la maladie de sa petite fille, n'avait pas non plus informé ses frères et sœurs. Voilà, bon, j'avais quand même un père peu présent, donc qui n'a pas été plus à ce moment-là. Bref, en tout cas une configuration familiale de toute façon déjà au départ où j'étais pas très soutenue. Donc tout ce temps-là a été très compliqué, je me suis sentie assez seule, épaulée quand même pendant l'hospitalisation par deux amis très proches. Mais même avec le père, c'était très difficile parce qu'on vivait pas du tout le deuil de la même façon. Donc on était quand même assez isolés chacun dans notre peine. Et puis après, oui, un isolement total parce que les gens soit les gens qui connaissent ton histoire n'en parlent pas, soit les gens qui ne connaissent pas ton histoire, toi, tu ne leur en parles pas. Donc en fait, et c'est, je crois, ce qu'il y a de plus violent, c'est qu'il y a une espèce du déni de l'existence de ton enfant, alors que t'aimerais tellement qu'il vive, t'aimerais tellement le faire vivre, t'aimerais tellement qu'on en parle, qu'on le fasse vivre d'une façon ou d'une autre, et c'est juste pas possible. Et ça a pris des années. Ça a pris des années parce que j'avais pas la force de le dire, parce que c'est terrible, parce que je trouvais que c'était impudique d'en parler, parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de vocabulaire pour dire qu'on a perdu un enfant. Quand tu perds un mari, t'es veuve d'ailleurs, en l'occurrence, une femme, t'es veuf, tes parents, t'es orphelin, mais un enfant, c'est tellement pas pensable, je pense qu'il n'y a même pas de mots pour le qualifier. C'est sur ça aussi que j'allais venir, sur cette question peut-être accentuée, parce qu'en société, ça n'existe pas. On a, je pense, beaucoup de personnes connaissent une personne dans son entourage qui a perdu un enfant, c'est quelque chose de réel. Est-ce que ça aussi, cette idée que perdre un enfant, ça n'existe pas en société, ça ne se parle pas, ça vient aussi accentuer, plus que dans l'univers du cercle proche, finalement, à l'échelle globale? Oui, je pense qu'effectivement, ça ne se parle pas, ça ne se dit pas, on n'en parle pas. Ça reste, les rares fois
où je l'ai dit, j'ai toujours senti une gêne terrible, parfois même, ou alors même, ça m'est arrivé une ou deux fois, de gens très fragiles qui se sont mis à pleurer, donc du coup j'étais en fait très très mal à l'aise parce que c'était pas mon objectif. Et puis voilà, il y a toujours une gêne, il y a toujours... donc non, c'est très compliqué, et ça reste aujourd'hui très compliqué. 32 ans après quand même. 32 ans après. Donc j'arrive, moi aujourd'hui, à dire, j'ai eu 3 enfants, mais j'ai perdu l'aîné. Mais c'est tout. Et je sens à chaque fois que j'en parle, je sens comme une gêne de la part des personnes. Elles veulent pas l'entendre. Elles veulent pas l'entendre. La majorité des gens, je le ressens comme ça en tout cas. Et qu'est-ce qui pourrait faire que ce rapport au décès, à la mort ou au deuil, il évolue de manière générale? Honnêtement, je ne sais pas dire. Je pense qu'il y a des gens pour qui la mort, ça fait trop peur, c'est trop tabou. Il y a des choses voilà, qui ne se disent pas, qui ne se parlent pas. Et je pense qu'en France, on est quand même encore beaucoup là-dedans. Par chance, je peux quand même en parler aujourd'hui avec des personnes. Pas énormément, mais à la limite, les personnes pour lesquelles j'ai le plus d'amour et qui comptent le plus dans ma vie, notamment mes enfants, parce que je n'en ai jamais fait un tabou. Parce que quand mes enfants sont nés, je leur en ai parlé tout de suite. Quand je dis tout de suite, c'est tout de suite, c'est-à-dire dans les premiers jours, je leur parlais, je leur disais que voilà, je leur disais des fois mes angoisses parce que oui, ils avaient une sœur et que cette sœur était morte et que des fois c'est pour ça que je pouvais des fois me tromper dans un prénom ou voilà mes angoisses. Donc ça a été dit très tôt et puis ensuite... comme Maud est en terrain à Paris, quand on allait à Paris en famille, les enfants sont toujours venus avec moi sur la tombe. Voilà, donc c'était pas du tout mortifère. Il n'y a pas de photo de Maud chez moi parce que pour moi, par contre, ce serait trop triste de l'avoir tout le temps, ce petit être-là. Donc voilà, j'ai les photos, mais je les ai pas au mur. Mais pour autant, voilà, au moins avec les enfants... c'est dit, ils le savent. Elio, la dernière fois qu'il est allé à Paris, a gentiment été spontanément sur la tombe de sa sœur. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire aujourd'hui. C'est de juste... c'est-à-dire que oui, elle a existé, Maud est là, Maud a existé, Maud, elle fait partie de ma vie et c'est continuer à la prendre en compte. C'est ça le plus important. Et c'est comme ça que le deuil peut se faire aussi. Qu'est-ce que cette épreuve t'a permis d'acquérir comme force, comme évolution en toi que tu ne pouvais pas soupçonner par ça? Alors je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Alors évidemment, de toute façon, je crois que quelles que soient les épreuves qu'on traverse, des fois, on se prête à dire « Oh là là, mais moi, si je vivais ça, jamais je surmonterais ça. » Et puis voilà, la vie fait que elle est belle aussi par moments. Et puis il y a des événements qui font que voilà, que tu te rattaches à la vie, notamment mes enfants. Raphaël, tu es né 7 ans après Maud, donc ça a été 7 années quand même particulièrement difficiles, douloureuses, mais pas que. Après, qu'est-ce que ça m'a apporté? Je pense que... Est-ce que ça a décuplé l'amour que j'ai pour mes enfants? Je ne sais pas. Je sais que je suis une mère, voilà, très protectrice, ça c'est certain. Est-ce que je l'aurais été moins sans cet événement? C'est pas sûr.
Par contre, oui, il y a une chose certainement que ça m'a donné, c'est-à-dire que je suis partie du principe que à vivre, à rester en vie, il fallait que ma vie, elle soit belle. Il n'était pas question de passer à côté, donc peut-être que ça m'a donné cette force à un moment donné quand j'ai senti que la vie que je menais ne correspondait plus à mes attentes, à peut-être arrêter, à rebondir sans cesse, à retrouver une énergie pour autre chose, peut-être, je ne sais pas si ça vient du décès de Maud, ou je peux pas dire, mais voilà. Après, est-ce que ça m'a donné l'empathie aussi que j'ai pour les personnes que j'ai longtemps accompagnées dans des parcours, de par mon métier? Je ne sais pas. Je sais pas quelle est la part de cet événement ou de voilà, ce que tu es, quoi. J'avoue que je ne sais pas. Pour terminer, une personne aujourd'hui qui traverse ça, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Alors j'ai envie de lui dire que oui, c'est terrible, oui, c'est très dur, oui, c'est injuste, oui, c'est violent, oui, ça va prendre du temps, oui, tu l'oublieras jamais. Mais oui, la vie a encore des beaux moments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas cacher la vérité, on peut pas minimiser l'événement. Et que oui, il faut se faire aider, il faut être entouré, il faut se faire entourer, il faut se faire aider. Mais voilà, certainement pas minimiser l'événement. Merci beaucoup. Merci. La rencontre avec Juliette a été exigeante, de par l'affect présent dans notre échange. J'ai été heureux de nous sentir libres de parler de ce sujet qui vient la définir en partie. De nouveau, j'ai été marqué par la lourdeur du silence et par la nécessité de parler pour avancer et pour lutter contre l'oubli. Et j'ai été touché de constater le poids du deuil, et ce toujours après 32 ans. Je serai donc vigilant à ne pas considérer comme passé un deuil de plusieurs années. Sonny, la troisième et dernière rencontre, n'hésite pas à parler de sa mère avec joie et humour, décédée il y a bientôt 2 ans. Pour le rencontrer, je t'invite à écouter le 3e épisode de ce sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram ipcit.podcast. A tout de suite.